j'ai subi une espèce Moi, j'appelle ça de l'abus psychologique. C'est allé très loin, puis je me suis fait couper court, en fait. Les victimes sont pas très entendues, en général. Puis moi, ça a été le cas. Puis j'ai vécu un peu dans la misère par rapport à ça. C'est de la manipulation, beaucoup. De se faire rabaisser, comme en tant que personne, en tant qu'athlète. Chaque jour, c'était horrible. J'ai vraiment... cette période-là de ma vie, on dirait que j'ai tendance à oublier à quel point c'était deep, mais... Genre, moi, tout ce que je voulais, c'était mourir, là. Genre, je voulais pas... C'était mon focus à chaque jour, là. Je pensais seulement à ça parce que... Ouais, j'étais ailleurs. Ils disent qu'ils peuvent changer quelqu'un de homosexuel à hétérosexuel avec différentes façons, comme des lobotomies, des méditations, des prières, des exorcismes. J'ai vraiment quelque chose pour les Français, il faut m'arrêter en quelque part. Bonjour Zoé Duval. Salut Sam, ça va? Mais ça va parfaitement bien. Je suis ravi de t'accueillir en interview en toute intimité depuis toutes ces semaines. Ben oui, c'est ça, se parler de France, Québec. Là, mais oui, exactement. Tu viens de Montréal, c'est ça? Oui, absolument, de Montréal, Québec. Tu kiffes la vie là-bas? Oui, j'aime tellement. C'est une ville effervescente, il y a tellement de choses à faire. C'est très différent d'ici quand même. Mais... C'est différent de la France? Ouais, c'est un autre mode de vie, beaucoup plus. Je trouve que c'est plus rapide. Chez nous? Non, chez nous. Chez vous? Ouais. Ah, tu nous trouves lents? Ouais, ici, on dirait qu'on peut plus prendre le temps de. Ah, c'est marrant. Prendre un petit café, puis travailler. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Moi, j'ai pas la même vision. J'ai l'impression qu'on est grave speed. Bon, après, je suis à Paris, c'est différent, ouais, tu vois. Ça. Mais et Paris, t'aimes bien? Tu trouves qu'il y a une effervescence? Oui. Ah oui, j'aime tellement Paris. Ben, tu sais, c'est la ville de l'amour, donc c'est sûr que c'est bien, bien d'être ici. Puis tout est beau à Paris. On dirait qu'il n'y a pas de rue où c'est moins joli, tandis qu'à Montréal, il y a quand même des petits quartiers un peu moins cute. Zoé Duval, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es un influenceur de talent. Tu es une personnalité de talent. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu as commencé étant petit par le patinage de façon très professionnelle. Tu as gagné beaucoup de compétitions. On va en parler. Tu es également TikToker, influenceur, je l'ai dit, comédien, très engagé par rapport à la communauté LGBT, au message que tu souhaites faire passer. Tu as participé dernièrement au Québec, chez toi, à l'édition Célébrité de Big Brother, qui a été une sacrée expérience. C'était dingue, mais tellement heureux de l'avoir fait. On va en parler. On n'a pas Big Brother, nous, en France. Non, c'est ça, vous devriez. En plus, en France, vous avez tellement de télé-réalité. C'est tellement développé ici. Je pense que les gens aimeraient. Oui, en France, on a Secret Story, un peu l'équivalent de Big Brother, mais c'est pas tout à fait la même chose. Non, on avait ça. le Loft à l'époque, il y a 20 ans, mais c'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu un Big Brother ou un Big Brother Celebrity, ce serait bien. Ben, vous devriez. Ouais. On va l'amener ici. Exactement. Petite question avant que je m'intéresse à ton parcours de vie, vu qu'on parlait de Big Brother. Est-ce que vous avez aussi des polémiques, télé-réalité chez vous Ah, absolument, mon Dieu, oui, c'est le même milieu qu'ici, je dirais, en général. Puis le milieu est beaucoup plus petit au Québec. Donc, je crois que les polémiques sont encore plus intenses parce qu'il y a peu de gens qui font de la télé-réalité, il y a peu de gens qui font de l'influence. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, les gens sautent là-dessus. Vous avez aussi des problèmes avec les placements de produits? Ça dépend quel type de problème. Ah, chez nous, il y a de gros soucis. Il y a beaucoup d'influenceurs qui arnaquent. Oui, c'est ça. Non, nous ça pourrait pas arriver. On dirait que c'est très réglementé, puis c'est tellement un petit milieu que tout le monde fait très attention. Mais j'ai vu qu'en France, il y avait des problèmes de... Oui, t'en as entendu parler de là-bas? Ouais, genre des arnaqueurs, des faux produits ou des produits qui fonctionnent pas. Ou... Qui sont pas livrés. Ouais, c'est ça. Des sociétés créées en tout secret. Ah mon Dieu, faut le faire, hein? Faut avoir du courage pour faire ça parce que ouf. Oui, et après quand tu leur en parles à ces influenceurs, eh ben, il y a toujours une bonne raison. Ah ouais. Qui sont un peu delusional. Oui. Ok, je vois. Ils sont déconnectés parfois. Ouais, c'est chez nous. Alors, on va parler de quelque chose de beaucoup plus intéressant, puisqu'on va parler de ta vie. Zoé Duval, tu es née dans une famille de créateurs. Pas pour rien, peut-être que tu sois devenu toi-même créateur de contenu. Ta maman était designer de mode. Hein. Ouais, absolument. Ton père, écrivain, il a récolté de nombreux prix. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu as grandi dans cette famille de créateurs?
Mon Dieu, ben, j'ai toujours baigné dans les arts. Mon père, justement, est écrivain, donc il écrivait des romans tout le long de ma jeunesse. Puis ça m'a beaucoup inspiré à faire de l'écriture. C'est pourquoi maintenant je fais de l'écriture de scénario. Je fais aussi de la réalisation en cinéma aussi. Donc j'adore ça. Puis ma mère qui avait un atelier dans ma maison, donc toute ma jeunesse, mon sous-sol, c'est un grand atelier avec plein de vêtements, plein de fils de couture partout. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup m'habiller, j'aime la mode, j'aime les arts en général. Tu penses que ça t'a influencé pardon, à aller justement dans la mode, à ton niveau, à aimer t'habiller, à aimer composer, à aimer assembler des tenues, à créer en fait tes looks. Tu penses que ça t'a permis aussi d'aller dans le scénario, dans l'écriture de films, parce que tu tends vers la comédie de plus en plus? Ouais, ben absolument oui, parce que mes parents pour moi, ils ont toujours été mes modèles. Puis ma mère m'a beaucoup montré à m'assumer ma façon de m'habiller, de vraiment m'habiller comme je voulais, puis de ne pas penser à l'opinion des autres. Donc ça m'a beaucoup aidé à m'en aller vers là. Puis l'écriture, absolument, j'écrivais avec mon père quand j'étais plus jeune, puis même encore là, il m'aide sur mes projets, donc c'est cool. On va parler de tes looks. On va passer en revue tes styles vestimentaires qui ont fait beaucoup réagir d'ailleurs quand tu étais dans Big Brother, dans l'édition Célébrité. Mais j'aimerais te montrer dans un premier temps cette vidéo. Regarde. Les vieux vidéos, wow. C'est comme une autre vie pour moi. Ah bon? Pourquoi tu parles d'une autre vie? T'avais quel âge là? Là, j'avais environ 16 ans, je dirais. Ouais. T'as commencé à quel âge le patinage? J'ai commencé à 5 ans à patiner. Ah oui? Ouais. Ah, très tôt? Ouais, puis comme vers mes 7 ans et un peu plus, j'étais déjà temps plein. Je patinais du 30-40 heures par semaine. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du patinage artistique aussi jeune? J'avais une cousine qui patinait. Puis là, je voulais vraiment être comme ma cousine, puis faire comme elle. Donc, j'ai commencé là-dedans, puis finalement, j'ai eu la piqûre très rapidement. Puis, je pense que j'avais quand même un talent, donc je me suis dirigé vers ça. Puis, ça a été ma vie durant mes 20 années qui ont suivi, 15 années qui ont suivi. On en parlera après, je te l'ai dit, je vais te parler de tes looks, mais moi, je vois dans certains de tes looks une inspiration provenant du patinage artistique. Ouais, c'est vrai. Hein? les tops en mèche, les strass, les trucs, ouais. Exactement, on voit que tu viens de ce milieu-là. C'est vrai, ouais. Concernant le patinage artistique, Zoé Duval t'a confié « J'ai arrêté car c'était très difficile mentalement et physiquement. J'ai développé une maladie auto-immune avec le stress et le surentraînement. Dès que je ressentais de l'anxiété, j'avais des problèmes physiques. J'ai décidé de choisir ma santé mentale et physique en arrêtant en 2019. » Ouais, absolument. C'était évident, cette décision? Ah oui, tellement. Puis c'était évident depuis un bout de temps quand même. Ça m'a pris du temps à faire le step de vraiment le faire. Parce que quand c'est ça ta vie, on dirait que t'es un patineur et t'es rien d'autre. Pour moi, c'était mon identité. Puis, mais quand je suis arrivé au bout, je le savais et j'avais pas le choix d'arrêter. Vraiment, mon corps en pouvait plus, ma tête en pouvait plus. C'est un milieu difficile. Ouais, beaucoup de pression, puis de la pression qu'on se met nous-mêmes aussi là, pour performer autant. Puis, ouais. C'est quoi cette maladie auto-immune que tu as développée à cause du surentraînement, du stress? Ouais, c'est la spondylarthrite ankylosante. Puis c'est une espèce de maladie qui crée de l'inflammation dans le dos. Puis dans des grosses périodes de stress, je paralyse en fait. Comme j'ai un gros point qui se crée dans mon dos, puis je tombe par terre, puis je peux pas bouger pendant... Est-ce que c'est la maladie qui touche Lady Gaga? Non, mais c'est assez semblable. C'est assez semblable, ouais. Et cette maladie auto-immune que tu as développée, c'est parce que tu te mettais trop de pression? C'est parce qu'on te mettait trop de pression? C'est parce qu'il y avait trop d'entraînement? C'est parce que tes muscles travaillaient trop? Ouais. Est-ce que tu as pu avoir un diagnostic? Tu es allé voir un professionnel? Oui, absolument. J'ai été suivi par plein de médecins à l'Institut national du sport au Canada. Puis, j'étais bien entouré. C'est juste que la maladie se crée avec une espèce d'amalgame de trucs. C'est le surentraînement, mais aussi le côté psychologique lorsque tu vis des gros chocs ou lorsque tu as une grosse pression dans la tête, des troubles mentaux. Tu sais, moi, j'ai fait une grosse dépression à mon adolescence, donc ça n'a pas aidé. Ça a comme aidé à créer cette maladie-là. Ouais. On n'a pas forcément conscience que notre stress ou une dépression qu'on peut traverser peut jouer physiquement en fait sur notre corps. Mais tellement.
Genre, le stress a tellement d'incidence sur ce qui se passe dans notre corps. Aujourd'hui, c'est ma priorité numéro 1, là, de pouvoir prendre ma santé mentale à cœur, puis vivre de façon rapide, mais quand même rester sain d'esprit. Qu'est-ce qui t'est arrivé adolescent pour que tu traverses une dépression, pour qu'une dépression soit déclenchée? Mon Dieu. Ben, au niveau du patinage, c'était très difficile. J'ai subi une espèce de... Moi, j'appelle ça de l'abus psychologique. Je ne vais pas parler de où ça venait exactement parce que je peux plus en parler, malheureusement. J'aimerais, mais... C'est-à-dire que ça a été jugé, c'est allé très loin? C'est allé très loin, puis je me suis fait couper court, en fait. Les victimes ne sont pas très entendues, en général. Puis moi, ça a été le cas. Et j'ai vécu un peu dans la misère par rapport à ça. Mais c'est ça, j'ai eu de la difficulté au niveau du patinage. Ça a joué sur mon identité. J'ai eu de la difficulté à me retrouver à travers ça. Puis en plus, ma mère était malade à ce moment-là. Ta maman avait un cancer, c'est ça? Oui, exactement. Donc ça a été très difficile de m'entraîner en même temps d'aller à l'école, de subir de l'abus psychologique, puis d'avoir ma mère malade. C'était comme too much. Puis ça a comme explosé. Ça se manifeste comment, l'abus psychologique? C'est de la manipulation, beaucoup. De se faire rabaisser, comme en tant que personne, en tant qu'athlète. Ouais. Puis là, je tiens à dire que c'est pas mes entraîneurs du tout. Moi, j'étais très bien accompagné autour de moi. J'avais des entraîneurs qui sont comme mes deuxièmes mères, mais c'était ailleurs. C'était ailleurs, je ne peux pas dire qui, mais... Ouais. Tu pleurais souvent? Oh mon Dieu, chaque jour, c'était horrible. Vraiment, cette période-là de ma vie, on dirait que j'ai tendance à oublier à quel point c'était deep, mais genre, moi, tout ce que je voulais, c'était mourir, là. Genre, je voulais pas... C'était mon focus à chaque jour, là. Je pensais seulement à ça parce que, ouais, j'étais ailleurs. T'avais quel âge, Zoé? J'avais 16 ans, si je me trompe pas, ouais, de 15-16 ans. Ah oui, donc en pleine construction en plus. Ouais, absolument. Puis ça démolit un peu ce que tu es en train de construire, là, la dépression. Et malgré cette dépression présente, t'arrivais à aller à l'école, t'arrivais à suivre tes entraînements? Ouais, je le faisais. À mes entraînements, j'avais beaucoup de difficultés parce que physiquement, mon corps suivait plus. Je mangeais pas beaucoup aussi à l'époque. J'avais des troubles alimentaires, puis c'était difficile sur mon énergie. Puis c'est ça, des fois, j'allais à l'entraînement, puis je faisais juste le tour de la glace comme ça, sans rien faire, parce que j'étais pas capable de keep up. Mais j'ai quand même été bon de poursuivre ma vie quand même. Puis d'aller à l'école, de faire mes choses, j'ai passé mes cours, mais ça a été rough, difficile. Tu avais des troubles alimentaires, Zoé, parce qu'on te mettait la pression qu'il fallait être très filiforme, très mince pour la discipline, ou parce que la dépression t'avait enlevé le plaisir gustatif des aliments? Ben un peu des deux. C'est sûr que la dépression fait en sorte que tu as moins d'appétit, mais dans le milieu du sport en général, surtout le patin, parce que c'est un sport assez artistique, donc il y a un côté visuel. Chez les femmes, surtout, ils mettent beaucoup de pression pour le poids. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai quand même été chanceux. Mais c'est juste que, comme le milieu donne une grande pression sur le poids, ben moi, j'en ai écopé, puis ça m'est rentré dans la tête quand même. Je me suis mis ça moi-même dans la tête que je devais être plus mince, puis je mangeais pratiquement pas. Ouais. C'était des années qui semblent compliquées. Ouais. Pour toi. Je suis tombé sur une vidéo que tu as postée qui, moi, en tant que créateur de contenu, je sais que ça doit être difficile de poster ce type de vidéo et je comprends pourquoi tu étais tiraillé, parce que vous allez voir, Zoé t'explique dans cette vidéo, tu dis voilà, d'un côté, j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie qu'on me prenne en pitié, mais de l'autre, si je le fais pas, je suis mal et j'ai l'impression que je cache quelque chose et qu'en fait, en ce moment, vous voyez que c'est pas moi, mais que je dis pas pourquoi. Ouais. Je peux te montrer? Ben oui, absolument. Je fais cette vidéo-là juste pour vous parler de comment je me sens présentement. Je pensais pas publier une vidéo de ce genre-là parce que quand j'en parle, j'ai l'impression que les gens vont prendre en pitié. Puis quand j'en parle pas, j'ai l'impression que j'explose en dedans de moi. Fait que je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu. En parler juste par respect pour ma mère, puis juste par respect pour mes proches, puis
En même temps, j'ai tellement le goût d'en parler parce que ça reste en dedans de moi. Le fait que les gens peuvent pas comprendre ce que je vis, que je sois autant traumatisé à l'intérieur, puis que je puisse pas en parler à personne, c'est extrêmement difficile. Ouais. Tu dis que tu étais traumatisé à l'intérieur, ça peut se comprendre. Ouais. Donc tu sors, j'imagine, de cette période de dépression. Et en 2020, tu perds ta maman. Ouais, exact. C'est ça? Ouais, ça a été un gros coup. Justement, je me sortais de la dépression, puis là, il y a ça qui arrive. Ça a été assez horrible. Assez horrible. T'avais connu, en tant qu'enfant, la maladie de ta maman? Ouais, C'est ça? ouais. Elle était atteinte d'un cancer? Ouais, elle était atteinte d'un cancer depuis 7 ans. Donc ça faisait 7 ans qu'elle se battait. Elle se battait contre ce cancer? Ouais, absolument. Oui. Et toi, tu te battais aussi en tant qu'enfant contre cette maladie? Ouais, je l'encourageais beaucoup, puis parfois elle avait de la difficulté à comme poursuivre ses traitements, puis à vouloir poursuivre parce que c'est difficile sur le corps, sur l'esprit, on s'entend. Puis là, il y avait moi qui la poussais, puis je voulais tellement qu'elle puisse combattre ça, puis qu'elle puisse rester avec nous, puis ouais, c'est ça, c'est pas arrivé, mais elle est quand même restée 7 ans, malgré tout, elle était impressionnante. En 2020, ta maman, elle était en rémission. Elle est en rémission. Non, en fait, en 2020, elle est décédée, puis en 2018, elle est en rémission. Elle a été pendant comme 1 an, puis là, après ça, c'est revenu rapidement. Là. Ouais, c'est... Comment toi, tu as accompagné ta maman dans cette maladie? Ben, en fait ce qui est étrange, c'est que quand le cancer est revenu, c'était pas trop apparent, on savait pas trop la gravité de la situation, puis c'est vraiment dans les dernières semaines que ça a déboulé rapidement. Donc dans les dernières semaines, en fait, on a été toute la famille ensemble, puis on était avec ma mère, on l'accompagnait là-dedans, puis on savait que le décès s'en venait, elle savait aussi, on en parlait ouvertement parce que elle, ce qu'elle voulait, c'est avoir l'aide médicale à mourir pour pouvoir mourir dans la dignité. Malheureusement, c'est pas arrivé. Donc, c'est ça. On avait des discussions ensemble. J'étais là pour elle. C'est tout ce qu'on peut faire là. Dans la maladie. C'est tellement... c'est tellement burk, on dirait. Tout ce que tu peux faire, c'est d'être là pour la personne puis de passer le plus de temps avec, lui dire que tu l'aimes. Puis... Et t'en parlais pas beaucoup, publiquement? Non. À ce moment-là? Non. Non, parce que justement, les gens... On dirait que soit tu te fais prendre en pitié, soit les gens te jugent puis disent que là, t'en parles trop ou que tu veux de l'attention parce que tu pleures, puis parce que c'est difficile comme d'atteindre un équilibre pour comme pouvoir en parler publiquement, ouvertement. Et ce jour-là, t'as craqué? Ouais. Ouais, c'est récent en plus, on dirait. C'est que j'en parle peu, puis ça s'accumule en dedans de moi. Puis là, je continue à faire mes vidéos humoristiques, puis je suis tout le temps drôle, puis je souris, puis je fais mille et une choses. Mais ça reste en dedans de moi, puis comme tant que ça sort pas, ça sort pas. Puis, Pourquoi t'as dit, Zoé, que tu t'étais pas permis de faire ton deuil? ben, je pense que quand elle est décédée, je voulais tellement pas retomber dans la dépression que je me suis tout de suite mis en mode travail. J'ai commencé les réseaux quand elle est décédée. J'ai commencé à poster à chaque jour, puis à poster des trucs drôles, ce qui est un peu comme l'opposé de ce que je vivais à l'intérieur. Je pense que c'était pour justement me sortir de cette vague-là de tristesse. Puis, mais c'est sûr que ça me rattrape, malheureusement. Tu parles régulièrement maintenant de santé mentale. Ouais. T'as raison, je pense. C'est quoi la santé mentale? La santé mentale, mon Dieu, c'est de prendre soin de soi. C'est aussi important que la santé physique. C'est quelque chose qui est tabou, puis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte de l'importance de leur santé mentale. Surtout chez les jeunes. Moi, je suis ambassadeur pour Tel Jeune, qui est un organisme au Québec, qui est une ligne d'écoute, en fait, pour les jeunes qui ont de la difficulté, qui peuvent appeler en cas de crise ou peu importe. Puis, justement, c'est tellement important d'en parler pour que les jeunes puissent savoir qu'ils doivent en prendre soin. T'es serein ou anxieux en ce moment? Oh, bonne question. Ben, en ce moment, je suis serein parce que je suis en vacances, donc ça me fait vraiment du bien. J'avais besoin de ça, j'étais sur le bord du burn-out là, au Canada, j'avais besoin de sortir. Pourquoi t'étais sur le bord du burn-out? Je travaille énormément. Je travaille vraiment beaucoup, puis aussi, depuis que je suis sortie de Big Brother, j'ai une vie assez différente. Comme tout le monde me connaît là-bas, c'est
une pression différente. Ouais. Donc, Ta vie a été chamboulée. ouais, c'est ça. Pour le mieux, tu sais, c'est positif. C'est juste que ça vient avec beaucoup d'attention puis de pression. Ouais. C'est-à-dire que tu as vu une réelle différence avant ton passage dans Big Oui. Brother? Ah oui, ben oui. C'est quoi la différence? Ben, le public est pas le même. Tu sais, le public de Big Brother, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment de tous les âges. Moi, ma communauté, c'est plus 18 à 30 ans environ. Et là, c'est vraiment n'importe qui. Ça peut être Ginette de 60 ans du Québec, puis ça peut être les petits aussi. Donc, il y a vraiment tout le monde qui me reconnaît dans la rue. Je vais faire mes courses, puis les gens viennent me voir, me parler. C'est drôle. Parce que c'était déjà le cas avant, mais Oui. pas à cette échelle. Non, c'est ça. Parce que la télévision, c'est sûr que ça a un autre niveau. Ça joue sur la santé mentale aussi? Oui, ben oui, c'est sûr. Parce que quand je sors de chez moi maintenant, on dirait que, surtout que j'habite au centre-ville de Montréal, c'est le pire spot pour me faire reconnaître. Donc, j'essaie de mettre des petites lunettes puis d'y aller en mode. Parce que parfois, j'ai envie de parler aux gens, puis ça me fait plaisir de parler aux gens. Mais parfois, c'est sûr que j'ai envie de m'acheter mes suppositoires en paix, tu comprends? Tu as confié, Zoé, j'ai toujours voulu entrer dans le domaine de la télévision et des médias plus traditionnels. Mon but principal dans la vie, c'est de faire de l'animation et du jeu. Le fait d'accéder à cette télé-réalité, donc Big Brother, ça me permettait de me faire connaître du grand public et que des gens de tout milieu s'attachent un petit peu plus à moi. J'ai envie de creuser sur cette dernière phrase, des gens de tout milieu qui s'attachent un petit peu plus à moi. C'est-à-dire que qu'est-ce que je dois entendre? Qu'est-ce qu'on doit lire entre les lignes? Tout milieu, parce que tu voulais que ta personnalité, le garçon que tu es, avec ton extravagance, ta simplicité aussi parfois, des chaussures avec des talons aussi parfois, puisse parler à monsieur et madame tout le monde et que ça ne reste pas dans une communauté de niche? Exactement. C'est bien formulé comme tu l'as dit. Je trouve ça important que les gens, parce que en fait, quand j'ai été annoncé à Big Brother, parce que mon entrée dans la maison a été spoiled, et puis les gens savaient que j'allais entrer dans la maison, puis quand j'ai vu les commentaires, je me suis rendu compte à quel point il y avait tellement de gens homophobes, de gens qui n'aimaient pas comment je m'habillais, qui n'aimaient pas mon nom, parce que je m'appelle Zoé, c'est déjà particulier. Puis je trouvais ça important de rentrer là, de me faire connaître, puis que les gens qui ont des préjugés envers moi puissent faire comme « Ah, OK, non. Cette personne-là est drôle, il est cute, il est attachant, ou pas, c'est à eux de juger, mais puis qu'ils puissent justement s'attacher à moi, apprendre à me connaître, puis arrêter de prendre mon nom pour OK, c'est Zoé, c'est quelqu'un d'excentrique, non, j'en veux pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, tu as été critiqué dans ton ADN directement, parce que tu viens de le dire toi-même, ça a commencé avec ton prénom, Zoé. C'est-à-dire, qu'est-ce que devaient se dire les gens? Ils disaient Zoé, c'est un nom de fille. Ouais, exactement. Ben oui, puis surtout, quand j'arrive en France, en plus, c'est encore pire, là, honnêtement. Genre, ah ouais? Ah ouais, dans les On derniers te dit jours. quoi? Ah bon, ben c'est juste du jugement, là, juste des gens qui comprennent pas, qui me connaissent pas, puis qui comprennent pas ton prénom? Non. Moi, je trouve ça trop beau. Merci. Zoé, c'est trop mignon. C'est gentil. Vraiment. C'est super joli. Ben, aujourd'hui, ça me sert parce que c'est unique, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent comme ça, puis les gens me reconnaissent. Mais est-ce que ça veut dire que depuis que tu étais petit, tu étais face déjà donc à ces critiques de par déjà ton prénom? Ben oui, de mon prénom, du fait que je faisais du patinage artistique, c'est tous des trucs un peu atypiques. Mais je suis comme ça. Et en 2023, au Canada ou ailleurs, le fait que certains te jugent excentrique dans ta façon de t'habiller, ça suscite encore des critiques. Oui. Ben beaucoup moins parce que au Canada, on dirait que c'est très ouvert, surtout au Québec, en fait. Ouais, c'est l'image que j'en ai. Ouais, c'est ça, c'est très ouvert. À Montréal, tu peux te promener dans la rue, habillé comme tu veux. Je dirais que plus tu t'éloignes, on dirait, du centre, plus les gens, on dirait qu'ils ont plus de jugement, sont moins habitués de voir des gens qui s'habillent comme ils veulent. Puis, ouais, ça vient avec ça. Tu as dit, j'ai eu le malheur de consulter les commentaires, il y avait énormément d'homophobie, parce qu'en fait, tu as consulté les commentaires au moment où tu as été spoiled, c'est ça. T'aurais pas dû? Non. T'as regretté? Ouais, ben oui, parce que ça m'a mis tellement de... Ça m'a plongé directement dans le grand public, puis je m'attendais pas à ça. Parce que justement, les gens qui me suivent sur les réseaux, ben c'est des gens qui m'apprécient, c'est des gens qui me suivent parce qu'ils m'aiment, pas des gens qui veulent pas me voir, tu comprends? Puis là, c'était vraiment juste tout type de personnes.
Et je lisais ça, puis c'était des centaines et des centaines de commentaires. Puis je me disais, oh mon Dieu, moi je rentre dans la maison dans 3 jours. Genre dans 3 jours, on va me voir à la télévision en direct, puis ces gens-là vont me regarder, vont me juger. Et moi, j'aurai aucune rétroaction parce que à l'intérieur de la maison, on ne sait pas ce qui se passe là, à l'extérieur. On ne sait pas comment les gens te perçoivent, on sait pas. Donc ça me stressait beaucoup. Ouais. Tu voyais quel genre de commentaires? Qu'est-ce que te disaient ces critiques-là? Oh my God, genre des gens qui disaient que je m'habillais comme des F-words. Ben, des commentaires par rapport à mon nom, que j'ai l'air d'une fille, que je... Des commentaires homophobes en général. Ouais, un peu dégueulasses. C'est sanctionné chez vous au Canada? Oui, mais en fait, ça dépend sur quel type de médias. Puis là, il y avait les médias à potins qui se sont emparés de la nouvelle du fait que je rentrais. Puis les médias à potins, c'est plus... les gens se permettent beaucoup. Ça fait beaucoup de téléspectateurs, cette émission, chez toi? Ouais, c'est ça. C'est une des émissions les plus suivies au Québec. C'était plus de 1, quelques millions par soir à chaque jour en direct. Donc, c'est assez impressionnant. Et dans la maison, comment ça s'est passé avec les différents protagonistes? Est-ce que tu étais face aussi à ce type de jugement? Non, absolument pas, parce que c'est toutes des célébrités. Donc, c'est toutes des personnes, on dirait, qui sont déjà du milieu artistique, qui sont habituées de voir tout type de personnes. Ben, il y a certaines personnes qui étaient un peu moins ouvertes d'esprit, mais quand même, il y avait une ouverture sur l'apprentissage. Puis ça, je trouvais ça important. Puis le fait qu'on soit cloîtrés 24/7 ensemble, on n'avait pas le choix d'apprendre à se connaître très vite. Il y a eu une affaire quand même chez vous qui a beaucoup fait parler, te concernant. Ouais, ok. J'ai lu l'affaire Richard Martineau. Ah, mon Dieu, oui. C'est qui ce Richard Martineau? Mon Dieu, Richard Martineau, c'est un chroniqueur, un journaliste québécois qui est très à cheval sur ses convictions qui sont, comment dire, peut-être de droite. Il est dans une émission? Il n'y a pas une émission à lui, mais il fait souvent des apparitions dans des émissions, puis lui il écrit pour le journal, en fait, pour différents médias. Et c'est quelqu'un qui a des opinions intenses, puis qui n'a pas peur de choquer. En fait, qui aime choquer. Parce que le concernant, dans une interview que tu as accordée chez toi au Québec, tu as dit tout n'a pas été montré dans l'émission. Ouais. J'ai le droit d'exister dans tous les aspects de ma personne. Dans les loges, j'ai entendu des commentaires sur la façon dont je m'habillais et la façon dont je m'assumais concernant cette personne. Ben, c'était pas cette personne-là exactement, parce que dans les loges, j'étais pas avec Richard, j'étais avec d'autres invités de cette soirée-là. Denise Bombardier? Oui, Denise Bombardier, mais vous devez la connaître un peu ici, non? Personnellement, je ne la connais pas. Non? OK. Qui est Denise Bombardier? C'est elle aussi une journaliste, une animatrice, quelqu'un qui est dans le milieu depuis très très longtemps, puis je dirais que c'est comme la queen des chroniqueuses de droite, là. OK. Ouais, c'est assez intense. Puis quand j'ai su que j'étais invité à cette émission-là, puis qu'il y avait Denise, Richard, puis il y avait Sophie Durocher aussi, qui est une autre chroniqueuse, j'étais un petit peu intimidée. Mais je trouvais ça important d'y aller puis de défendre mon point parce que ces gens-là, ils parlent, puis ils se font jamais remettre à leur place. Bah, ils te disaient qu'ils aimaient pas tes tatouages, en gros, qu'ils comprenaient pas forcément ta façon de t'habiller. Et surtout, je crois que c'est cette fameuse Denise Bombardier, tu me dis si je me trompe, qui te disait que pour elle, il ne fallait pas parler communauté LGBT aux jeunes. Ouais, c'était en mode comme ça allait les convertir ou que ça allait les traumatiser. Puis pour moi, d'entendre des propos comme ça me dépasse. Là, je trouve ça horrible. Mais je te la pose la question, Zoé. Est-ce qu'il faut pour toi parler justement orientation? Ben tellement. Genre avec les jeunes? Ben oui, identité de genre, orientation, amour, relation, tout. Comme plus on en parle aux jeunes, plus ils peuvent être à l'aise avec leur propre sexualité, avec leur genre, puis moins ils ont à se poser de questions par la suite. T'sais, on s'en va vers là. Il faut évoluer. Il faut que les jeunes puissent se sentir bien de dire qu'ils sont homosexuels, qu'ils sont transgenres, c'est comme... Il est temps. Ouais. Tu as confié, je collabore avec la Fondation Émergence, notamment pour dénoncer les thérapies de conversion. Ouais. C'est quelque chose que je fais gratuitement parce que ça me tient à cœur. Mm-hmm. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer, Zoé, ce qu'est une thérapie de conversion?
Ouais, c'est une thérapie. Il y a le mot thérapie, mais on s'entend que c'est pas une thérapie, là. On va mettre ça au clair. Mais c'est une façon d'essayer de changer quelqu'un, soit son genre, son orientation sexuelle, peu importe, ses attirances. Et puis, c'est ça, ils disent qu'ils peuvent changer quelqu'un de homosexuel à hétérosexuel avec différentes façons, comme des lobotomies, des méditations, des prières, des exorcismes. Euh, Donc sous-entendu, c'est le diable qui t'a mis ça. Sous-entendu, c'est une maladie mentale. c'est ça. Sous-entendu, c'est incurable. Il faut donc trouver un traitement. Ouais, un remède. Mais non, malheureusement, on n'a pas. Et We are gay and this is how it is. il y a encore des familles aujourd'hui qui veulent faire des. Donc c'est ça que je dois comprendre parce que s'il y a Oui. une association, ça Ouais, veut dire ouais. il y a des personnes qui forcent leurs enfants Ah oui, à absolument. partir en. T'as raison, on va pas dire thérapie de conversion, on Non, va c'est appeler ça délire de conversion. Ouais, ouais, littéralement. Ouais, ben oui, moi, j'ai même des amis que leur famille, quand ils leur ont annoncé qu'ils étaient homosexuels, leur famille leur a dit d'aller en thérapie de conversion, sinon ils rentraient plus chez eux, tu sais. C'est complètement fou. Puis ils reviennent de la thérapie de conversion, puis ils sont pas moins gays, là. Genre, ça va rien changer. Au niveau de ton orientation à toi, tu t'es Ouais. défini, tu vas me l'expliquer, Ok. comme go with the flow. Ça veut dire en gros tu suis le courant, c'est ça? Ouais, c'est ça. On dirait que. Ben, tu sais, je me dis queer parce que pour moi, en fait, c'est tellement pas important. C'est juste. C'est quoi queer? Queer, c'est un terme parapluie qui englobe un peu différentes identités. Moi, je m'identifie vraiment en tant qu'homme, mais différentes orientations sexuelles aussi. Ça veut dire quoi? Bi, pansexuel? Exactement. Ouais, homosexuel, peu importe. Moi, j'ai déjà été en relation avec une femme pendant plusieurs années, 3 ans, puis j'étais très bien avec cette personne-là, puis j'aurais pu rester toute ma vie avec cette personne-là, tu sais. Puis ça peut arriver dans les prochaines années, je sais pas qu'est-ce que l'avenir me réserve. Puis c'est ça, je reste ouvert à tout, en fait. Ça veut dire que tu peux être attiré sexuellement par un homme et par une femme. Ouais, exact. Et est-ce que tu as une préférence ou c'est kiff-kiff? Ben honnêtement, sexuellement, c'est kiff-kiff. Je pense qu'en relation, je préfère être avec un homme, mais encore là, genre, ça peut vraiment arriver. Tu penses que ça peut changer? Ben pas que ça peut changer, je pense que c'est juste que je ne me mets pas la pression de. Ben en même temps, la sexualité, des fois, ça évolue. Des fois, ça. Quand tu te permets d'expérimenter certaines choses, tu peux découvrir autre chose. Des fois, c'est juste. Donc en fait, la sexualité, c'est pas une science exacte. Non, non, absolument pas. C'est une échelle qui varie. Personne n'est straight, qui comme tout le monde est. Ah bah il y en a beaucoup qui le disent, hein. Ben oui. Il y a beaucoup de mecs qui disent je suis hétéro. Ah oui, mais c'est ça. On dirait que plus Beaucoup de qu'ils femmes le aussi. disent, plus ben, tant mieux pour eux s'ils ils se sentent comme ça. Mais ça reste que c'est quand même une échelle, puis tout le monde est en quelque part à travers ça. Et en ce moment, est-ce que tu es amoureux? Non, je suis pas amoureux. Non. Mais tu fréquentes quelqu'un. Non. Je l'ai vu Non dans tes plus. yeux. Non, non, je fréquente personne. J'aimerais, par contre, mais non, j'ai vu des gens, mais c'est rien de concret. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu es tombé amoureux? Mon Dieu. La dernière fois que j'avais vraiment des sentiments amoureux, c'était cet automne. L'automne passé, c'est un Français en plus. J'ai vraiment quelque chose pour les Français. Il faut m'arrêter en quelque part. Attachez-moi quelqu'un, mais ouais, c'est ça. Ça n'a pas fonctionné, mais ouais, ça faisait longtemps que j'avais ressenti quelque chose. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été amoureux? Ouais, T'aimes être amoureux? oui. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'amour. Ouais. Qu'est-ce que ça procure l'amour? Hmm. Ça procure. Ben, ça dépend dans quel type de relation que tu es, hein, mais juste une sécurité, je sais pas, juste le partage, de partager avec quelqu'un, partager ta carrière, ta vie, tu sais, moi, j'ai tellement d'événements médiatiques, j'aime ça pouvoir partager avec quelqu'un, puis d'être accompagné avec quelqu'un que j'aime. C'est comme difficile de tout passer à travers ça seul. Ouais. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit dans ton domaine. Tu t'en fous complètement. Moi, je m'en fous complètement, vraiment. Puis même que je crois que c'est mieux que ce soit pas quelqu'un de mon domaine parce que, je sais pas, on a plus de choses à se dire. On est comme si quelqu'un est complémentaire à moi. Mais pour l'instant, le dating life ne va pas très bien là, au Québec. C'est la merde.
C'est-à-dire, pourquoi ça va pas le dating life? C'est quoi? C'est le fait de rencontrer des gens? Ouais, non, ça fonctionne pas bien. Puis on dirait que le fait d'être connu aussi, c'est difficile de dater. Genre, les gens te connaissent de prime abord, ils ont des préjugés positifs, négatifs, mais tu sais jamais comme qui est là pour les bonnes raisons aussi. C'est un peu étrange. Tu vas sur les applications de rencontres? Ouais. Ouais. Et on te reconnaît dessus? Ben oui, ben oui. C'est gênant. Ben c'est gênant, mais en même temps, je veux dire, qui le fait pas? En fait, j'assume. Non, mais c'est gênant pour toi, peut-être ça doit te gêner Oui. qu'on te reconnaisse, quoi. Oui, T'as peut-être pas ouais, envie qu'on te dise ah, je t'ai vu dans Big Brother, Non, ah, je t'ai vu exactement. là, ah, j'ai fait ça. Ouais, exactement. Parfois, ce serait cool de juste comme être un peu incognito. Puis c'est pour ça que c'est cool d'être en France, comme les gens me connaissent moins. Puis j'ai un public français, mais c'est vraiment moins grand. Puis aussi, la France, c'est tellement. Il y a tellement de gens comparativement au Québec que je croise moins les gens que je connais. La mode, on l'a compris. Ton goût pour la mode, Ouais. il te vient assurément de ta maman, Uh-huh. qui était designer, qui travaillait dans le secteur de la mode. Ouais. Comment tu décrirais ton style, Zoé? Comment tu décrirais tes looks? Moi, j'adore, hein, je suis fan. Hein. Merci. Ah, mais vraiment. D'ailleurs, on va en voir un petit peu. Ah ouais? J'adore. Ah, vraiment, je trouve ça magnifique. Ton Instagram, il est canon. Ah ben. Les looks que tu... Voilà. Mais ça, c'est extra. Merci. Un de mes looks préférés là, récemment. C'est trop gentil. Il est magnifique, celui-ci. J'adore celui-là que tu avais dans Big Brother. Ouais, merci. Ouais, ben c'est excentrique en fait. C'est juste. Ouais, je pense que j'essaie de sortir du lot. Et c'est dans ce type de look, tu vois, que je reconnais le passé de patineur artistique. Oui, absolument. Oui. C'est vrai, puis ça, c'est drôle parce qu'on m'a dit en entrevue, quand je suis sorti de Big Brother, je suis allé sur un talk show, puis on m'a dit que il me demandait pourquoi je n'étais pas capable de m'habiller sans qu'on voit une partie de mon corps, genre mes nipples ou mes. Peu importe. Tes tétons. Ouais, c'est ça. Oui, t'as dit que tes tétons étaient claustrophobes. Exactement, ouais. Tu préfères en faire de l'humour. Ben oui, je trouve ça important là, quand même. Non, puis je m'habille vraiment comme je veux. J'ai pas de style particulier. Je pense que, genre, tu me verrais dans la rue présentement, je suis pas habillé très flyé. Là. J'ai un débardeur avec des pantalons en lin très sobres, mais c'est juste que quand je vais à des événements puis que je fais de la télévision, peu importe, j'essaie d'être un petit peu plus funky. T'as déclaré, ça fait juste 1 an que j'ai commencé à m'habiller comme je voulais. Ouais. Porter des talons hauts à la télévision, pour moi, c'est un gros step. Ouais. Alors, on va d'abord s'arrêter sur le début de la déclaration. Tu dis, ouais, ça fait juste 1 an que j'ai commencé à m'habiller comme je voulais. Ça veut dire que tu voulais t'habiller comme ça, mais que tu n'osais pas le faire. Absolument. Mais Ben oui. Pourquoi? Ben ça m'effrayait, là, le jugement des gens. Justement, tu sais, les commentaires que j'ai eus avant mon entrée à Big Brother, c'est ça que je voulais pas, en fait. Ah, ok. Mais je me suis habitué, puis je trouve que c'est important de le faire pour les autres aussi qui veulent s'habiller comme moi, puis qui sont pas capables de le faire. Moi, j'ai une plateforme pour pouvoir en parler aux gens, pour pouvoir démocratiser ça. Je trouve ça important de me donner un petit coup de pied puis de le faire parce que pour les petits gars, les petites filles qui veulent s'habiller comme ils veulent puis qui n'ont pas le guts de le faire. Et les talons, t'as dit que c'était un gros step. Ah mon Dieu, oui. Ben là j'en porte, mais comme j'aurais jamais sorti dans un bar avec ça avant, il y a 1 an, jamais. Alors que maintenant, tu le fais. Ben oui, absolument. Puis, Et alors, ça a changé quoi? ben je me sens mieux. En fait, c'est la seule chose que ça a changé parce que les gens s'en foutent. Genre, Ouais. ben oui, ils me laissent vivre avec mes talons, puis je trouve ça important. Je me sens beaucoup mieux comme ça. En 2019, avec une amie à toi qui est comédienne également, qui s'appelle Camille Felton, tu fondes le festival Émergence qui a pour but de faire la promotion de cinéastes qui ont tous moins de 30 ans. Pourquoi cette volonté, avec ton amie comédienne Camille, de mettre en avant des réalisatrices et des réalisateurs de moins de 30 ans? Ben en fait, c'est qu'on est nous-mêmes des réalisatrices et réalisateurs de moins de 30 ans, puis on a essayé de faire un projet avec la Place des Arts de Montréal, puis on s'est fait refuser parce qu'on était trop jeunes. C'était même pas parce que le projet était pas bon, c'était vraiment à cause de notre âge, on n'était pas assez reconnus. Puis nous, on a voulu créer une espèce de plateforme tremplin pour les cinéastes qui veulent se lancer puis qui n'ont pas l'opportunité, en fait, d'être reconnus. Donc, on a fondé ce festival-là, au début à 2, mais évidemment, on s'est rendu compte qu'un festival ne se fait pas ça à 2 personnes. Donc, maintenant, on est rendu avec une quinzaine de personnes qui travaillent
dans le... Mais oui, c'est assez dingue. Vous Ouais. avez commencé vraiment à 2 et aujourd'hui, Ouais, vous êtes une jolie équipe, quoi. Oui, absolument. Puis c'est la 4e édition cette année, du 16 au 20 août à Montréal. C'est trop cool comme festival. Je suis vraiment fier de l'équipe. Tu as tourné dans un court-métrage aussi, Ouais. réalisé par Mathieu-Olivier de Bessonnet, Ouais. court-métrage qui s'appelle Pied à terre. Ça veut dire que c'est l'avenir pour toi, la comédie? J'aimerais. Oui, absolument. C'est vraiment mon objectif. Puis j'ai des projets que je peux pas parler pour l'instant, mais qui sont en développement très cool au niveau de la télévision au Québec. J'aime vraiment jouer. C'est une nouvelle passion, on dirait que je me suis découvert. Je faisais de la réalisation, mais j'avais jamais essayé de jouer. Puis là, on dirait que j'aime ça de plus en plus. Il faut préférer une discipline où on peut être toutes les disciplines qu'on veut être. Je m'explique. Est-ce que il faut se spécialiser en tant qu'influenceur, en tant que comédien, en tant que personnalité de télévision, en tant qu'animateur, chanteur? Ou quand on a une âme d'artiste, est-ce qu'on peut tout tenter? Est-ce qu'on peut tout relever? C'est une question que je me pose souvent parce qu'à niveau identité, c'est un peu difficile de dire je suis quoi en fait quand tu te présentes aux gens. Est-ce que je suis comédien? Est-ce que je suis influenceur? Mais je trouve ça important de juste tester tout ce que tu peux. Genre, tu as une vie, là. Tu vas pas la passer à être juste créateur de contenu parce que les autres veulent pas que tu fasses autre chose. Là. Non. On va inventer un terme, Zoé. Ouais, vas-y. Comme pour pansexual, Ouais, on va dire pan-professional. exactement. C'est ce que je suis. Ouais. Donc en fait, tu es pan-professional. Exactement. J'aime ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Zoé, pour l'avenir avec toute ma communauté là? Tu as envie de quoi dans un futur très proche? J'ai envie, premièrement, de me sentir bien. Ok. Donc, santé mentale. On en a parlé, tu as raison. Ouais. J'ai envie de jouer à la télévision, d'avoir mon propre talk show. Et voilà, je pense que c'est les trucs les plus importants pour moi pour l'instant. Eh bien, écoute, je te le souhaite. Merci. Voilà, avec le geste en plus qui l'accompagne pour que tu puisses l'obtenir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Zoé pour ta générosité durant cette interview. Ton compte Instagram et ton compte TikTok, c'est Zozo Duval parce que oui, tu t'appelles Zoé, mais on peut t'appeler aussi Zozo. Exactement. Voilà. Et nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez soin de vous et dites aux personnes que vous aimez que vous les aimez, c'est très important. Bye bye. Bye.